Jeff va expliquer un peu plus sur notre façon de procéder ce soir. Bien, merci Tom. Bonsoir à tous. On est vraiment ravis que vous soyez ici. Et je pense que l'on peut proposer, si vous assistez à ce webinaire, si vous regardez cet enregistrement, c'est parce que vous voulez avoir un impact sur des personnes. Peut-être soit dans votre église, dans votre famille, même dans votre communauté ou dans votre situation professionnelle. Nous essayons tous d'avoir un impact et c'est ce que font les leaders. Pour moi, les leaders influencent les gens et nous avons un impact grâce à cela. Alors, l'une des choses que nous avons vues chez les leaders, c'est que les leaders efficaces ne disent pas tout le temps aux gens ce qu'ils doivent faire. Il y a des contextes et parfois des situations où les leaders doivent dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas tout le temps. Un leader efficace, c'est comment aider quelqu'un à découvrir quelque chose pour lui-même. Mais voici le défi. La plupart d'entre nous ne sont pas naturellement très doués pour aider les gens à découvrir des choses. Ce que nous aimons vraiment, c'est leur dire ce que nous avons fait, ce que nous avons expérimenté, ou ce que moi je préfère, ou ce que nous ferions si nous étions à leur place. Et si vous pouvez donc voir qu'il y a un changement à opérer, si nous voulons être des leaders efficaces. La bonne nouvelle, c'est que la capacité d'aider les gens à découvrir les choses pour eux-mêmes, c'est une compétence qui s'apprend. Et c'est sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Et puis, dans cette série de 3 webinaires, nous allons donc nous pencher sur 3 compétences. Donc, ce soir, nous allons viser comment aider les gens à clarifier leurs problèmes et leurs objectifs et avoir confiance en eux. Et puis, le mois prochain, nous allons voir comment générer un apprentissage et une amélioration continue. Et puis, troisièmement, c'est le troisième webinaire, c'est comment faire passer les gens à l'action sans leur dire ce qu'ils doivent faire. Alors, si vous assistez à une de nos formations, vous avez découvert que nous passons beaucoup de temps à entrer et à sortir des salles de réunion pour mettre en pratique justement ces compétences. Et si peut-être plus tard vous visionnez l'enregistrement, n'hésitez pas à mettre cela en pause afin de pouvoir pratiquer les compétences. Et pour vous aider, nous avons un manuel ce soir et c'est Leslie qui va mettre cela dans la boîte de dialogue. Donc, vous pouvez prendre un moment pour télécharger les notes et forcément, cela va vous aider à suivre le webinaire. Oui, c'est déjà dans le chat. Ouais. OK, super. Merci, Merci, Leslie. Leslie. Et en même temps, je me demande, Leslie, s'il vaut la peine de mettre aussi le fichier en format Word, si certains veulent prendre des notes dessus. C'est pour ça que tu m'as posé la question tout à l'heure et je n'avais pas capté. Excuse-moi. Donc, dans 2 minutes, vous aurez ça en 2 formats différents et vous pouvez choisir entre le format qui vous convienne le plus. Très bien. Voici la première chose, donc des 3 que Jeff vient de mentionner. Et si vous avez les notes, ça se trouve sur la première page. Ce que nous allons faire, c'est parler de ce qui se passe quand une personne vient vers vous avec un besoin. C'est-à-dire qu'il ou elle a peut-être un problème et cherche des réponses, de l'espoir, de l'encouragement. Il peut aussi s'agir d'un objectif que la personne cherche à atteindre et pour lequel elle éprouve des difficultés. Quel que soit le cas, la personne vient vers vous demander de l'aide. En général, ce qui nous semble le plus utile, c'est leur offrir une réponse, n'est-ce pas? Alors, nous répondons à leur demande. Nous leur disons ce que nous ferions ou ce que nous avons fait dans une telle situation.
nous l'encourageons, nous leur disons ce que nous leur conseillons et normalement, c'est tout. Nous le faisons sans réfléchir et cela peut être très utile. Il n'y a rien de mal à cela dans le bon contexte. Mais le problème est que souvent, nous ne savons faire que cela. Nous ne savons qu'enseigner, former, aviser et donner des conseils, n'est-ce pas? Si nous ne faisons que cela, notre leadership sera un peu déséquilibré. Si par exemple, vous aviez une échelle de droite à gauche, si je fais ça dans le bon sens ou de droite à gauche, je ne sais pas avec le zoom qui tourne l'image, faire passer l'information serait une extrémité de cette échelle. Ce que nous recherchons ici ce soir, c'est l'autre extrémité de l'échelle, l'autre bout, c'est-à-dire de faire ressortir les idées de l'autre. Et nous le faisons surtout en posant des questions. Nous leur proposons des questions plutôt que des conseils ou du contenu. Donc, si vous voyez bien l'échelle, ça nous aidera à viser ce qu'on va faire ce soir. En posant une question, on les aide à réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur en même temps que l'extérieur. Et eux, ils partagent ce qu'ils ont sur le cœur. Ils partagent sur leur personnalité, ils partagent leur culture, ils partagent leur expérience et en réalité, ils sont différents de moi. Moi, j'ai eu des expériences en tant que leader qui sont peut-être même semblables, mais eux, ils ont eu des expériences uniques. Ils ont des compétences et des capacités qui ne sont pas les miennes. Alors, si nous faisons ressortir les réponses qui viennent de leur expérience, c'est fantastique et inspirant. C'est exponentiel presque dans le partage. Pas seulement mes conseils et mes idées, mais aussi leur expérience et leur vécu. Leslie, comme nous le faisons souvent dans nos formations, j'aimerais te demander de lire le verset Jean 14, 26. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être très familier, mais si tu peux le relire, Leslie, s'il te plaît. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Merci, Leslie. Alors, en regardant cela, qui enseignera et qui rappellera? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui enseignera. C'est le Saint-Esprit qui rappellera. Pourtant, souvent, au moins dans mon leadership et peut-être dans le vôtre aussi, et peut-être aussi un peu à cause de notre personnalité, nous pouvons avoir l'impression qu'il faut être celui qui enseigne tout le temps et celui qui rappelle. Mais est-ce là où nous plaçons notre confiance? Je vous laisse la question pour réfléchir. Ou est-ce que notre confiance est en Dieu qui a commencé une bonne œuvre dans la vie de ceux avec lesquels nous travaillons et il l'amènera à son terme? Philippiens 1, le verset 6. En tant que leader, nous pouvons être, je dirais, trop actifs. Ces versets et d'autres dans la Bible nous aident à comprendre que nous pouvons enseigner et partager, guidés par l'Esprit, mais que nous pouvons aussi faire ressortir en aidant les gens à identifier le travail de l'Esprit qui a déjà commencé bien avant que nous n'arrivions là. Dieu a déjà commencé son œuvre et il va le continuer. Et c'est à nous de venir à côté des personnes pour les aider à continuer ce travail. Dieu a mis des choses dans les cœurs des personnes avec lesquelles nous travaillons. Et nous pouvons les faire ressortir et contribuer à leur développement et à les cultiver. Pour ce faire, nous devons acquérir de nouvelles compétences. Jeff,
veux-tu nous aider à comprendre un peu cette première compétence? Tout à fait. Si vous voyez à la deuxième page des notes, ça consiste à passer à l'écoute. Ça, c'est la première compétence, au lieu de toujours parler. Une étude fascinante a été publiée il y a quelque temps, menée par deux professeurs de Harvard à Boston. L'un était un neuroscientifique et l'autre professeur de psychologie. Et dans leur étude, ils ont placé des capteurs sur les cerveaux des sujets testés. Et quand les sujets parlaient des sujets variés, les capteurs, ils ont enregistré quelle partie du cerveau était activée, où les neurones se mettaient en marche. Et il est probable que vous sachiez que lorsque vous pensez, parlez ou même écoutez, les neurones de votre cerveau s'activent. Ces professeurs, ils ont voulu voir quelles zones du cerveau étaient activées dans ces différentes situations. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont découvert, c'est que pour la majorité des gens, donc à peu près 40% des gens, lorsqu'ils parlaient dans un discours quotidien, où c'est toujours consacré à dire aux autres ce que nous pensons ou ressentons. Ça, c'est incroyable. Cela signifie que 40% du temps est consacré à parler de soi, de ses propres opinions et ses propres pensées. C'est beaucoup de temps à parler de soi. Alors, pourquoi le faisons-nous? Voici ce que les chercheurs ont découvert. Lorsque nous parlons de nous-mêmes, cela déclenche la même zone du cerveau que celle qui produit la dopamine. Donc, c'est le son du plaisir dans le cerveau. C'est la même zone du cerveau qui s'active lorsque nous mangeons un bon repas, bien copieux, ou que nous passons du temps à faire quelque chose que nous aimons ou avec quelqu'un que nous aimons. Il n'est donc pas étonnant que nous aimions tant parler de nous-mêmes. Nous recevons toute cette dopamine lorsque nous le faisons. Mais voici ce qui nous intéresse en tant que leader. Lorsque nous écoutons d'autres personnes, nous allumons leur centre de plaisir et ils ressentent alors ce même plaisir. En 1936, il s'appelle Dale Carnegie, il a écrit un livre qui est toujours d'actualité, qui s'intitule « Comment se faire des amis ». Il dit que si vous écoutez les gens, ils se sentiront valorisés. Et parce qu'ils se sont valorisés et appréciés, ils vous aimeront. L'écoute permet donc d'établir des relations. L'écoute est en fait l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour justement établir la confiance. Mais si vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole, et même de Dale Carnegie, qui n'est pas le premier à l'avoir découvert, vous allez voir dans vos notes, vous voyez, même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jacques 1, 19, est-ce que quelqu'un juste peut nous lire ce verset que vous voyez devant vos yeux? Bien-aimé, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est ça. Prompt à écouter, lent à parler, et même encore plus lent à se mettre en colère. Je ne sais pas si ce qu'il en est pour vous, mais je pense que ce que je fais souvent, c'est l'inverse. Je suis souvent prompt à parler et lent à écouter. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont confrontés à ce même problème. Nous pensons avoir pris note, nous voulons prendre note, nous voulons être prompts à écouter. Et ce n'est pas comme si nous ne savions pas écouter, c'est juste que d'autres choses se mettent en travers de notre chemin. Alors la question se pose, pourquoi n'écoutons-nous pas mieux? Vous verrez dans vos notes qu'il y a 4 raisons pour lesquelles nous choisissons de ne pas écouter.
Ce que nous allons vous inviter à faire, c'est de jeter un coup d'œil à cette liste. Réfléchissez aux 4 raisons et puis laquelle des 4 vous parle plus ou peut-être vous caractérise le plus. Moi, je vais juste parler pour moi-même, hein. Je pense que en voyant, j'ai vu la liste avant et je vais juste vous partager la 3e. Pour moi, ça me touche toujours de près. Je me suis rendu compte que je n'accorde pas toujours de l'importance aux opinions ou aux observations de l'autre personne. Je me dis que c'est le cas et je m'en félicite, mais je constate que très souvent, lorsque je participe à une conversation et que j'ai l'occasion d'écouter et de poser des questions sur les opinions, les observations des autres, je ne les fais pas. J'interviens. J'attends que quelqu'un ait fini de parler et dès qu'il a fini, ça déclenche une pensée en moi. Alors, je suis comme à la française, hein, j'ai envie d'intervenir et de donner mon avis, mes pensées, mes observations. Puis, je me rends compte après que, effectivement, ce que la personne disait était en fait très important et que j'ai manqué l'occasion d'approfondir ce qui était important pour elle. Alors, qu'en est-il pour vous dans ce cas? Laquelle de ces 4 raisons de ne pas écouter est votre point faible, si j'ose le dire ainsi? Et pourquoi? L'un des principes clés de la communication est le suivant. Si vous découvrez quelque chose, vous vous l'appropriez. Et je pense que c'est l'une des raisons sur lesquelles Jésus a posé autant de questions. Il savait que si nous découvrons quelque chose, nous avons plus de chances de nous l'approprier et de le retenir après. Super, merci pour cela, Jeff. Et passons à notre premier exercice qui va nous aider à apprendre un peu comment écouter, mais cela ne se limite pas à cela. Ça se trouve à la page 3 des manuels, les questions de clarification. Les questions de clarification nous aident en fait à écouter parce que par nous-mêmes, ça aide à chercher les mots-clés et les concepts que les autres partagent. Ensuite, vous posez une question de clarification à ce sujet. Par exemple, regardez la liste qui est dans vos manuels. Si quelqu'un dit « Je veux apporter une contribution significative à mon travail », à ce moment-là, on peut poser la question « Qu'entendez-vous par contribution significative ?» Donc, ça permet de creuser un tout petit peu derrière des phrases qui sont remplies de sens. Ou, qu'est-ce qui rendrait une contribution significative pour vous? Donc, vous l'amenez à clarifier un peu ses propres pensées sur une phrase qu'il ou elle a dit. Mais en fait, la raison la plus puissante pour laquelle nous posons des questions comme ça, des questions de clarification, et les personnes ne sont pas souvent très claires dans leurs propres esprits sur ce qu'ils pensent ou ce qu'ils entendent par les mots qu'ils disent. Et lorsque nous posons des questions à ce sujet, cela les amène à clarifier leurs pensées, à y réfléchir davantage. Et le résultat, par la suite, est plus clair. Il y a un verset dans les Proverbes, Proverbe 20, le verset 5, et je vais le lire. Je vais le mettre aussi dans le dialogue, comme ça, la boîte des dialogues, comme ça vous le voyez en même temps. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Évidemment, nous pouvons donner du contenu et nous pouvons parler de notre contexte quand quelqu'un dit quelque chose, ou nous pouvons en même temps aider les autres avec ces nouvelles compétences à faire des découvertes plus profondes.
Nous avons noté 9 questions pour nous aider à pratiquer cette compétence. Les questions en gras sont des exemples de questions de clarification. Juste des exemples. Il y a des tas et des tas de questions, mais on va commencer par là. Jeff et moi allons faire une petite démonstration tout de suite afin que vous puissiez observer comment cela fonctionne. Et par la suite, ça sera à votre tour de faire la même chose, comme nous faisons souvent dans les formations et l'initiation au coaching. Nous vous demanderons d'aller dans les salles pour pratiquer cela. Et si vous visionnez cela plus tard, arrêtez l'enregistrement après avoir regardé notre démo et peut-être vous pourrez même trouver quelqu'un avec qui pratiquer et vous entraîner. Je voudrais que tu réfléchisses, Jeff, peut-être tu l'as déjà fait, à un changement que tu aimerais opérer dans ta vie. Lorsque chacun d'entre nous fait ce genre d'exercice, il est toujours bon d'avoir un sujet réel en tête. Ce n'est pas simplement du théâtre, mais c'est quelque chose du réel, si possible, quelque chose qui est d'actualité. Plus c'est significatif, mieux c'est pour cet exercice. C'est ainsi que nous faisons tous nos exercices, en fait, dans les formations. Et de cette façon, non seulement vous pratiquez la compétence, mais vous bénéficiez en même temps d'un peu de coaching gratuit. En fait. Voici donc ce que nous allons faire. Je vais demander à Jeff de me parler de son sujet. Je vais l'écouter et ensuite j'utiliserai quelques-unes des questions de clarification pour l'amener à réfléchir à ce qu'il pense. Et vers la fin, je passerai en bas de la page l'avant-dernière question, en fait, qui dit « Que se passe-t-il en vous ou en toi pendant que tu parles de tout cela ?» Et ça, c'est pour cerner un peu ce qui se passe à l'intérieur de l'autre personne, pour aller plus loin que simplement ce que la personne a dit. Et après, nous demandons à Jeff comment il a vécu un peu ce moment de partage. D'accord, je vais mettre un minuteur pour rester un peu dans les temps. Et Jeff et moi, nous allons pratiquer un peu, faire cet exercice devant vous. Jeff, merci de t'être porté volontaire. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Eh ben, j'aimerais réfléchir à la façon dont je peux soutenir mes équipiers qui sont à distance de chez moi et avec qui on passe qu'une heure et demie ensemble par semaine. Qu'est-ce que tu entends par cette phrase? Je pense que tu as dit soutenir tes équipiers à distance. Ouais. En fait, j'ai une situation assez unique. J'ai 8 équipiers, dont 6 sont bénévoles. Je trouvais important d'être plus présent pour renforcer la cohésion de notre équipe. Ensuite, aider chacun à avancer dans nos objectifs professionnels. Alors, quand tu penses à ce soutien pour les équipiers, à quoi ressemble-t-il ce soutien? Eh ben, je pense qu'il y a certaines choses que j'ai faites. Je les envoie, par exemple, des SMS d'encouragement. Moi, j'aime encourager. Donc, quand on est en équipe, on parle du travail et j'essaie vraiment de mettre l'attention sur une façon positive, comment ils font individuellement leur travail, mais aussi au sein de l'équipe. Et puis, bien sûr, on essaie de noter les anniversaires. J'essaie de les envoyer un petit mot pour les remercier pour leur contribution à l'équipe. Euh, j'ai l'impression que certains des éléments les plus importants sont en place, mais il y a peut-être des choses plus petites. Je dois réfléchir à ce à quoi cela pourrait ressembler aussi. Alors, quel serait un exemple? Tu as dit le mot les petites choses. Quel serait un exemple d'une des petites choses qui serait significative? Peut-être prendre des requêtes de prière parce qu'on on prie ensemble en équipe.
Et puis, enfin, individuellement, et puis peut-être je peux leur demander quelles sont les actions qu'ils souhaitent mettre en place dans la semaine, dans les semaines à venir pour les aider à avancer dans leur travail. Hmm. OK, donc un peu des contacts un peu plus fréquents. Tu as également parlé, je pense, d'être plus présent. Je pense que c'était une de tes phrases. À quoi ressemblerait-il si tu étais plus présent avec tes équipiers? Mm. Eh ben, première chose qui vient à mon esprit, c'est peut-être planifier des occasions pour se voir en présentiel. Donc peut-être prévoir 2, 3 voyages dans l'année pour passer du temps ensemble en Alsace. Donc ça fait un voyage d'à peu près 5h30, 6 heures Hmm. l'aller. Je pense qu'une retraite d'équipe, ça peut être aussi une occasion utile comme un endroit pour se rencontrer et peut-être se ressourcer ensemble. OK, des visites, aller en Alsace et une retraite. Comment ferais-tu une retraite d'équipe pour solidifier ces relations avec tes équipiers? Je pense que peut-être il faut prévoir au moins un week-end ensemble comme une pause d'équipe avant la fin de l'année, lorsque nous pouvons se voir dans un contexte hors du travail, pour mieux se connaître, rigoler ensemble, tisser des relations ensemble pour développer cet esprit d'appartenance et que ça puisse vraiment s'installer au sein de notre équipe. Cette phrase, cet esprit d'appartenance, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Oui, je pense 2 choses. La première est que chaque membre sache qu'il appartient à quelque chose d'important et que l'engagement de chacun est honoré et que leur travail compte pour quelque chose. Alors, Jeff, quand tu parles de toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi-même? Eh ben, je pense que l'une des choses qui se passe, c'est que je me sens bien à ma place comme directeur national de cette association d'Educavie. J'aimerais que chacun dans l'équipe expérimente ce que j'aurais aimé expérimenter si j'étais à leur place. Voir chaque membre de l'équipe avancer est vraiment important pour moi. OK, super. D'accord. Eh bien, merci, Jeff, d'avoir partagé. Ça termine un peu notre démonstration. C'est donc ce genre de conversation, de dialogue que nous entendons par les questions de clarification. Et vous avez vu peut-être que je suis resté principalement ici sur cette page 3 avec les questions de clarification. Et puis ensuite, je passais tout à fait en bas vers l'avant-dernière question, comment il a ressenti ça ou comment il a vécu cela. Juste avant de vous mettre un peu dans les salles, Jeff, j'aimerais te demander, quand tu penses à cette situation dont tu nous as parlé, là, tu as partagé un tout petit peu, qu'est-ce qui a changé en toi, même pendant cette petite conversation? Je pense que pour moi, j'ai vraiment le sentiment que j'ai avancé dans mon rôle euh, et avec des points plus clairs sur lesquels je peux travailler. Je sais que je ne perds pas de temps. J'ai un peu plus d'assurance aussi comment faire avancer mon équipe. Et ça m'a fait beaucoup de bien que j'ai ces choses concrètes qui sont devant moi sur lesquelles je peux faire avancer les choses. Super, Ouais. merci beaucoup. Ouais. Cela fait plaisir de l'entendre, en fait, ce que tu as vécu et comment tu l'as expérimenté. L'une des choses que nous constatons lorsque les gens font ce genre d'exercice et qu'ils sont coachés de la sorte, c'est qu'ils acquièrent cette clarté, plus de clarté,
Et nous avons un petit slogan, en fait. La clarté apporte l'espoir. La clarté apporte l'espoir. C'est un peu comme si on travaille avec une pelote de fil tout noué. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience. Je l'ai fait avec mon épouse qui fait pas mal de tricot. Quand on rencontre une telle pelote, des fois, on est tellement frustré, on veut mettre ça de côté, on ne veut plus y travailler. Mais en posant des questions de clarification, c'est un peu comme si on prenait cette pelote et on prend une ficelle et on tire un tout petit peu juste pour dénouer un tout petit peu. Et cette nouvelle clarté donne un peu plus d'espérance pour continuer à travailler sur toute la pelote. Et c'est ce que nous essayons de faire par les questions de clarification, c'est donner de l'espoir à la personne qui est peut-être parfois confus dans ses propres pensées et c'est difficile de voir clairement comment avancer. Donc, c'est une petite métaphore, peut-être ça vous aide un peu à voir, mais c'est ce que nous voulons faire par ces questions de clarification. Alors, essayons de faire cela ensemble. Nous allons vous mettre dans les salles. Je sais que ça peut être un peu, ça semble un peu trop des fois, mais gardez vos notes avec vous, tout ce que vous avez entendu et vu jusqu'à présent. Choisissez une situation réelle, si possible, de votre vie à explorer et décidez qui sera le premier à poser des questions et l'autre va répondre. Et puis, après 5 minutes, vous allez changer de rôle pour que l'autre personne fasse la même chose. Je pense que c'est assez clair. Ne vous inquiétez pas si cela vous semble un peu pas très naturel. Faites pour le mieux et même demandez de l'aide de l'autre personne si ça semble, si vous vous perdez un peu dans l'exercice, mais essayez quand même de faire pour le mieux. Posez quelques-unes des questions de clarification et puis l'avant-dernière question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'autre quand il parle de leur sujet? Assez clair? On peut sauter et essayer au moins? Super. Je vous mets dans les salles. Profitez-en bien et on reviendra pour partager un tout petit peu sur votre expérience. Allez-y.